Kwe, Annie, bonjour, hi. Je m'appelle Lila Cashew et je suis directrice exécutive avec The Hondegonson Doje, l'environnement réseau pour la recherche en santé des Autochtones du Québec. Nous aimerions commencer ce webinaire par remercier tous nos panélistes qui ont accepté de partager avec nous et avec vous aujourd'hui le travail qu'ils font et leur engagement envers le milieu de la recherche. Nous aimerions également remercier toutes les personnes qui sont ici en tant que spectateurs et qui partagent notre intérêt à alimenter les discussions portant sur les pratiques prometteuses favorisant les environnements de recherche par et pour les premiers peuples. Nous nous trouvons actuellement à Tiohtià:ke, territoire non cédé Kanien'kehá:ka, aussi fréquenté historiquement par la nation Anishinaabe. Cependant, comme nos spectateurs et nos panélistes proviennent de plusieurs endroits du territoire, aujourd'hui appelé Québec, nous vous invitons à partager dans le chat les peuples autochtones qui ont façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Je vais le passer à ma collègue Audrey. Donc, chez Con. Oui, bonjour. Mon nom est Audrey Monette-Deschaines et je suis agente de planification et de recherche pour l'ERSA Québec, dont le Dahari Consondonji. Et on vous souhaite la bienvenue pour le 6e webinaire de la série Exemples pratiques de recherche en contexte autochtone. Donc, juste un petit rappel que dans la série, on met en lumière des projets de recherche qui sont réalisés entièrement par des organisations et des communautés autochtones. Et on présente également des partenariats de recherche entre le milieu universitaire et les communautés ou organisations autochtones, pardon. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui avec nos deux groupes de panélistes. Donc, on est vraiment heureux d'avoir un moment pour discuter et en apprendre davantage sur les deux initiatives vraiment importantes qui vont être diffusées aujourd'hui. Et en premier lieu, donc, on accueille Nico Trocmé, qui est du Center for Research on Children and Families à l'Université McGill, et Patricia Montembeault, qui est agente de recherche pour la CSSS-PNQL, donc la Commission des services de santé et sociaux des Premières Nations du Québec-Labrador. Aujourd'hui, ils vont venir nous présenter un projet qui est terminé, qui est l'analyse des trajectoires des jeunes des Premières Nations assujettis à la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, je vais m'effacer tranquillement et donner tout l'espace à mes deux collègues. Merci beaucoup, Audrey. Donc, je vais commencer. Je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que ça fonctionne? C'est bon? Parfaitement. Merci. Donc, ça nous fait plaisir aujourd'hui de venir vous présenter un exemple de collaboration inspirante que nous avons construite au cours de plus de 15 ans maintenant entre différentes universités, mais ici plus particulièrement avec M. Trocmé, Nico Trocmé, et j'aimerais aussi souligner avec Tonino Esposito là, de l'Université de Montréal, qui a vraiment été un important collaborateur et qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Nous le saluons. Donc, c'est un projet de recherche en 4 volets qui a commencé en 2008, qui s'est terminé en 2020. Donc, sur ces différents volets de recherche-là, il y a différents chercheurs qui se sont impliqués en cours de route et qui ont mené parfois à d'autres collaborations de recherche, là, toujours sur le même thème. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on trouvait que c'était un exemple de collaboration inspirante. Donc, comme le dit Audrey, c'est autour du projet de recherche intitulé L'analyse des trajectoires des jeunes des Premières Nations assujettis à la loi sur la protection de la jeunesse. Je vais commencer par vous parler brièvement de l'APNQL, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, ainsi que de ses commissions et ses organismes régionaux. Donc, l'Assemblée des Premières Nations a été créée en 1985. Elle est composée là, de 43 communautés, des chefs de 43 communautés des Premières Nations au Québec et au Labrador. Et elle représente au total 10 nations, soit les Abénaquis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Hurons-Wendat, les Malécites, les Mi'kmaq, les Mohawks, Innu et Naskapi.
Et vous voyez, sous la PNQL, donc, il y a le réseau, réseau jeunesse des Premières Nations, l'Institut de développement durable, le Conseil en éducation, le Conseil de développement économique, le Conseil de développement des ressources humaines et la Commission de la santé et des services sociaux pour laquelle je travaille depuis plus de 15 ans maintenant et que je vais vous présenter brièvement. Dans le fond, la Commission de la santé et des services sociaux, c'est une organisation régionale avec la PNQL, elle a été créée là, environ une dizaine d'années après la création de la PNQL. Et c'est vraiment une organisation régionale, donc qui travaille avec l'ensemble des communautés au Québec, mais plus particulièrement avec les communautés non conventionnées, parce que ces communautés rencontrent toujours des enjeux importants de conflits juridictionnels entre le fédéral et le provincial en santé et en services sociaux. Donc, on est vraiment une organisation de défense des intérêts et de soutien aux communautés pour l'atteinte de leurs propres objectifs en matière de santé et de services sociaux. Donc, actuellement, à la Commission, on est plus d'une centaine d'employés avec différents secteurs d'activité, dont le secteur de la recherche pour lequel je travaille. Au secteur de la recherche, là, on mène plusieurs activités. On a entre autres des grandes enquêtes populationnelles régionales qu'on mène depuis plusieurs années, financées par le FNIJC, excusez-moi, le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, situé à Ottawa, qui est une organisation là, nationale, donc qui finance des grandes enquêtes populationnelles, dont notre enquête phare, là, qui est l'enquête sur la santé, l'enquête régionale sur la santé. Nous avons aussi, là, depuis plusieurs années, développé un portail de surveillance. Donc, on fait une surveillance là, de la santé et de différents déterminants sociaux de la santé des communautés des Premières Nations au Québec à travers un portail. Et ces indicateurs sont principalement alimentés là, par les résultats issus des grandes enquêtes populationnelles, mais pas seulement, c'est aussi avec d'autres sources de données. Dernièrement, nous avons aussi un grand chantier d'activités qui tourne autour de la gouvernance de l'information. Donc, il y a une sous-équipe dans notre secteur qui travaille vraiment en collaboration avec différents acteurs au sein des communautés dans l'élaboration d'un éventuel centre régional de gouvernance de l'information. Et nous avons aussi des projets de recherche et d'évaluation que nous menons nous-mêmes et aussi auxquels on collabore avec différents chercheurs. Là, je dirais qu'actuellement, là, on a une collaboration de recherche pratiquement dans chacune des universités au Québec. On est très sollicités. Je vais passer la parole à Nico. Merci Patricia. Donc, c'est vraiment une histoire de partenariat donc, entre la Commission et un groupe de chercheurs travaillant du côté du Centre de recherche sur l'enfance et la famille, puis également un collègue qui fait partie du centre du CREF à McGill, mais qui est à l'Université de Montréal et qui a une chaire de recherche du Canada axée également sur les mêmes questions. Avant d'avoir un peu entamé la collaboration avec la Commission, on était déjà lancé dans une série d'études, en particulier une série d'études qu'on fait à tous les 5 ans sur les signalements de violence et de négligence envers les enfants. Une étude en particulier qui avait servi dans une série d'enquêtes et de tribunaux pour démontrer de façon quantitative le problème de la surreprésentation des enfants autochtones au niveau de la protection de la jeunesse. On faisait également, on continue à faire des analyses de données administratives, et en particulier au Québec, on a développé une banque de données longitudinale suivant des enfants placés dans les services de protection de l'enfance, le projet de gestion fondé sur les indicateurs de suivi clinique. Et on avait également reçu une subvention en 2012 en collaboration avec la Commission et d'autres organismes pour continuer ce travail d'analyse de données administratives, mais également développer une capacité de recherche du côté à la fois des organismes de Premières Nations et des organismes de protection de la jeunesse. Et on était également impliqués avec les provinces et territoires pour développer des indicateurs de performance communs
à travers le Canada. Donc, c'était le genre d'études dans lesquelles on était impliqué. Et Patricia, si on peut passer à la prochaine diapo. En 2008, on est rentré un peu en contact avec la commission suite à une série d'événements. Le premier étant qu'on avait produit ce rapport qui mettait l'accent sur la surreprésentation au Canada de façon générale. La commission s'intéressait à avoir des données spécifiques au Québec. La commission avait commencé par faire une demande du côté de l'Association des centres jeunesse du Québec pour avoir accès à des données. C'était une demande qui avait été qui a dû être un peu forcée parce que c'était pas avec enthousiasme que les centres jeunesse se sont mis à partager les données. Ils ont dû faire une collecte de données papier qui a très mal fonctionné et ils ont fini par produire des données qui étaient inutilisables. On était vraiment dans une situation où même avec un peu de bonne foi qui s'est éventuellement, ils étaient incapables de vraiment dresser un portrait des enfants autochtones au Québec qui recevaient des services au niveau de la programmation. Donc, si on peut passer à la prochaine diapo, l'année d'après, la commission a mis sur pied un comité consultatif qui comprenait l'Association des centres jeunesse du Québec, le ministère des Santé et Services sociaux du Québec, ainsi que Affaires autochtones au niveau fédéral, la commission, pour voir un peu comment ils pouvaient avoir un meilleur accès et mieux comprendre les trajectoires des enfants. C'est là où on est rentré en contact comme centre de recherche, puisque c'était justement notre spécialité. On est rentré en contact avec la commission et avec les autres acteurs. Et c'est là où on a servi comme chercheur au niveau technique pour voir comment on pouvait accéder à la fois aux données du ministère, les données fédérales, ainsi que les données au niveau des centres jeunesse. Donc on peut passer à la prochaine diapo. Donc, on a fini par mettre sur pied une série d'analyses, de nouveau en collaboration avec tous ces différents acteurs. C'est surtout au niveau de la protection de la jeunesse, les communautés autochtones ont bien l'habitude d'essayer de travailler d'un côté avec le provincial, d'un côté avec le fédéral, de l'autre côté avec les organismes régionaux. Et c'est toujours c'est toujours compliqué parce que chacun définit ses populations de façon différente, chacun définit les enfants de façon différente, chacun définit le placement de façon différente. Donc, c'était une question d'essayer de rassembler des données venant de plusieurs différents systèmes avec tous les défis associés à ça. L'idée, c'était donc de trouver une façon de faire ressortir les données administratives qui étaient dans ces différentes banques de données, fédérales, provinciales et au niveau des centres jeunesse, pour que la commission puisse ensuite les utiliser pour mieux comprendre les trajectoires des enfants autochtones. On a fait ça, on peut passer à la prochaine diapo, Patricia. En 3 volets, en 4 volets. Le 4e volet était qualitatif et Patricia va vous en parler. Mais on avait 3 volets quantitatifs. En 2013, on est allé voir les données financières du fédéral, des affaires autochtones. Ensuite, le ministère avait ses propres données statistiques où ils reçoivent les données de chaque centre jeunesse qui sont relativement limitées, mais ont l'avantage d'être des données pour toute la province, mais où les identifiants autochtones étaient mal définis. Et puis ensuite, on est allé voir directement dans les données de gestion des établissements. Donc, du côté de chaque centre jeunesse, on est allé voir à l'intérieur de leurs données ce qu'on pouvait faire ressortir. Et en particulier, c'est là où on a pu avoir meilleur accès aux données spécifiques des enfants autochtones, ou du moins des enfants autochtones identifiés par les centres jeunesse comme étant autochtones. Donc, il y a quand même une
sous-identification, mais du côté des enfants autochtones, le problème de la sous-identification n'est pas aussi sérieux que du côté de d'autres populations. Et c'est là où on a pu ensuite suivre un peu la trajectoire des enfants en allant voir à la fois du côté des données cliniques, mais finalement, on a dû également utiliser les données financières. Je passe dans tous ces détails juste pour que vous compreniez jusqu'à quel point essayer de faire ressortir le profil de ces enfants dans des systèmes qui n'ont pas l'habitude de se poser vraiment des questions, et en particulier qui n'ont pas l'habitude de se poser des questions par rapport aux données aux enfants autochtones, jusqu'à quel point c'est compliqué. Donc, juste pour vous donner un exemple, simplement pour pouvoir voir un peu si les enfants étaient placés, ensuite changés de placement, on s'est rendu compte que la meilleure façon de le faire, c'est d'aller voir dans les données financières où les paiements pour les familles d'accueil et les dates de paiement sont beaucoup mieux enregistrées que les déplacements dans les données cliniques. Donc, c'est vraiment une question, il y a un grand nettoyage à faire pour accéder à ces données. Et je mets beaucoup l'accent là-dessus parce que c'est là où le défi de la capacité et le manque d'infrastructures, dans un certain sens, est un obstacle fondamental par rapport à l'accès aux données sur des populations, et en particulier pour les communautés autochtones. Même quand elles demandent d'avoir accès à leurs données, les obstacles dans la structure et l'organisation des données sont telles que souvent on n'y arrive pas. En tout cas, dans ce cas, on avait heureusement les ressources et le temps nécessaire pour pouvoir procéder. Je vais vous donner quelques exemples du genre de données qu'on a pu aller voir. Donc, par exemple, comme point de départ, on s'intéressait naturellement beaucoup à la question de la surreprésentation. En rouge, on a les barres, ça c'est les taux pour 1000 pour les enfants autochtones, et en orange pour les enfants non autochtones. Et on voit d'emblée, sur la gauche, au niveau des signalements retenus, le taux de signalement retenu pour les enfants autochtones était plus de 4 fois plus élevé que pour les enfants non autochtones, donc à 56 pour 1000 versus 13 pour 1000. Et à noter, c'est très important de prendre ça en considération quand on décline ça par rapport aux autres interventions. Dans des analyses qu'on avait fait dans le reste du Canada auparavant, on avait pu démontrer que cette surreprésentation est associée en particulier à des problèmes de pauvreté, des problèmes de manque de services au niveau des problèmes de consommation, et également à des problèmes de logement. Donc, ce n'est pas une question de dire, il faut faire très attention quand on présente ce genre de données, de ne pas donner l'impression que c'est des communautés où la violence est plus élevée, mais que c'est des communautés qui font face à des problèmes structurels à un niveau beaucoup plus élevé que les communautés non autochtones. Donc, en suivant un peu la suite des décisions qui se font au niveau de la protection de la jeunesse, on retrouve la même surreprésentation, mais encore plus grande au niveau de la corroboration des mesures judiciaires, et en particulier au niveau du placement. Donc, on passe pour le signalement, on a des signalements qui sont 4 fois plus élevés. Quand on passe au placement, on a des taux de placement qui sont pratiquement 8 fois plus élevés pour les enfants des Premières Nations par rapport aux enfants non autochtones. Je passe à la prochaine diapo. Ça, c'est juste pour vous donner un peu des exemples des résultats. On a fait donc de nouveau en consultation avec les demandes que nous faisait la commission. On est allé voir jusqu'à quel point ces variations étaient notées de façon plus ou moins importante par rapport à différents groupes d'âge. Et on trouve en particulier que la surreprésentation des enfants Première Nation est surtout marquée au niveau des enfants de moins de 2 ans. Le taux de surreprésentation étant 11 fois plus élevé. On a un taux de signalement pour les enfants de moins de 2 ans des Premières Nations à 165 pour 1000, c'est-à-dire 16%, pratiquement plus de 16% des enfants autochtones chaque année, des enfants de moins de 2 ans, sont signalés à la protection de la jeunesse. C'est un chiffre qui n'a vraiment aucun sens au niveau clinique. C'est très clair que c'est un service,
c'est un service qui est en train d'être mal utilisé par rapport aux besoins. C'est une porte d'entrée qui n'a pas de bon sens pour des familles qui font face à des difficultés. Prochaine diapo, Patricia. Et je crois que c'est la dernière pour les résultats. De nouveau, bon, vous pouvez aller voir dans le rapport, on a des résultats un peu partout, mais là, je voulais juste mettre l'accent sur quand on voit de plus près pourquoi les enfants des Premières Nations sont signalés, c'est surtout dans les cas de négligence où les signalements sont 6 fois plus élevés. En revanche, pour par exemple, les problématiques d'abus physiques, d'abus sexuels, il y a une surreprésentation, mais beaucoup moins importante que par rapport à la négligence. C'est vraiment la négligence qui est un type de maltraitement où la distinction entre la négligence et la pauvreté est pratiquement impossible à faire. C'est une façon, dans un certain sens, de tenir les parents responsables pour leur pauvreté plutôt que de tenir la société responsable pour leur pauvreté. Donc, c'est le genre de données qu'on est allé explorer avec la commission. Et ensuite, ce qui est essentiel naturellement en présentant, en utilisant ce genre de données, c'est de bien les mettre en contexte. Si on peut passer à la prochaine diapo. Et là, je crois que c'est toi, c'est ça? Oui. Tout à fait. Donc, je vais poursuivre et je m'excuse s'il y a des bruits de fond. J'espère que vous m'entendez bien. Ça va? Donc, le quatrième volet, dans le fond, c'est en discussion avec le ministère de la Santé et des Services sociaux à la suite des grands constats alarmants là, du troisième volet qu'il y a eu un consensus pour dire qu'on devait continuer la recherche et continuer de façon plus qualitative pour aller justement mieux comprendre au sein des communautés, d'un point de vue des Premières Nations, qu'est-ce qu'il y a autour de la négligence, comment les gens perçoivent la négligence, comment eux comprennent ce phénomène. Donc, il y a eu un financement de recherche donné par l'M3S directement à la Commission de la santé et des services sociaux pour mener une recherche de 4 ans sur le sujet. Donc, entre autres choses, cette recherche-ci a permis de démontrer que pour plusieurs personnes des Premières Nations vivant au sein d'une communauté dont la langue première n'est ni le français ni l'anglais, le concept de négligence envers un enfant demeure difficile à comprendre parce que ce n'est pas un concept qui existait dans la structure sociale traditionnelle. Dans le fond, traditionnellement, la responsabilité de répondre aux besoins d'un enfant, ça relevait vraiment d'une responsabilité partagée par les membres de la famille élargie. Et c'est encore vrai de nos jours. Il y a encore plusieurs communautés où est-ce que cette conception-là est prépondérante. Et on a aussi pu comprendre d'un point de vue toujours là, des personnes vivant en communauté que, dans le fond, il n'y a, pas un parent là, qui souhaite être négligent. C'est vraiment les effets des lois et des politiques coloniales. Les gens revenaient constamment là-dessus. Puis Nicole l'a vraiment vient juste de bien l'expliquer. Pauvreté et négligence sont régulièrement là, entremêlés et souvent probablement mal compris en contexte de communauté des Premières Nations. Donc, je vais passer à la prochaine. Dans les facteurs facilitant la collaboration de recherche, ben là, vous l'avez bien compris, dans le fond, il y a des analyses, des travaux de recherche qui ont été menés, des analyses de bases de données qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas collaboré avec les chercheurs qui avaient déjà des ententes, qui avaient déjà des accès à ces bases de données-là. Nous, à la Commission, les Premières Nations n'ont pas accès encore à ce jour à toutes les informations les concernant et qui sont détenues par des ministères ou des organisations non autochtones comme les centres jeunesse, par exemple. Donc, ce qui a facilité, ben, c'est vraiment au tout début là, une volonté partagée de mieux comprendre la situation. Donc, il y a eu il y avait un phénomène social qui était en train de se passer, puis il y avait vraiment une volonté autant du niveau des chercheurs, des organisations des Premières Nations que des ministères, autant fédéral que provincial, de vraiment mieux comprendre ce qui se passait. Donc, ça a été vraiment facilitant pour la base de la collaboration.
Ensuite, il y a aussi la structure de la Commission de la santé et des services sociaux comme organisation régionale des Premières Nations, qui est particulière au Québec, dans le fond, que ça n'existe pas dans les autres provinces à travers le pays et qui facilite vraiment, qui est vraiment une porte d'entrée directement avec les communautés des Premières Nations, mais aussi avec le fédéral, le provincial, les différents ministères avec qui on travaille et aussi avec les chercheurs. Fait que cette structure-là a aussi facilité là, la mise en place et la réalisation de ces différents volets de recherche. Il faut aussi nommer vraiment le lien de confiance entre l'organisation et les chercheurs. Dans le fond, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on travaille avec plusieurs chercheurs. Puis ce qui fait la différence, c'est vraiment la posture des chercheurs, dans le fond, qui vont travailler avec une organisation des Premières Nations, mais vraiment dans un esprit de donnant-donnant, que toutes les parties, dans le fond, vont recevoir autant qu'ils donnent et il y a vraiment toutes les parties là, sont en mesure de bénéficier des résultats de recherche. Donc, ça, c'est vraiment la base d'une relation de confiance, puis à long terme. Là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ça fait vraiment plusieurs années qu'on collabore avec les chercheurs, puis on est vraiment enchantés de ça. Je vais laisser Nico poursuivre. Merci Patricia. Si je peux faire du pouce sur la question du rôle fondamental de la structure de la commission. Ça fait depuis des années que je fais des recherches similaires dans le reste du Canada et il n'y a vraiment rien d'équivalent. Et du côté des chercheurs, avoir accès à cette infrastructure, c'est absolument extraordinaire. Mais en plus de ça, pour ce genre d'analyse, c'est des données qui, comme j'avais noté, sont en très très mauvais état. Le ministère n'analyse jamais ses propres données ou n'analyse pas du tout les données. La question de trajectoire des enfants, que ce soit les enfants Premières Nations ou non autochtones, c'est pas une priorité pour eux. Les centres jeunesse comprennent très mal leurs propres données, font très peu d'analyse. Le fédéral, comme j'imagine vous le savez tous, ignore complètement ses propres données. Donc, quand on est rentré en jeu, il y avait un travail de restructuration et de nettoyage énorme qui a pris plusieurs années. Ça, c'est un projet qui s'est quand même décliné sur pratiquement une douzaine d'années. Donc, il ne faut pas minimiser l'importance d'avoir des subventions de recherche pour pouvoir couvrir des coûts d'extraction qui, très franchement, si je vois ça sur le temps, c'était plusieurs centaines de milliers de dollars sur plusieurs années dont on avait besoin simplement pour faire ce travail de nettoyage et de restructuration des données. Et de pouvoir faire ça sans devoir aller demander à la commission d'autres pour des fonds, c'était essentiel. L'autre chose qui était absolument essentielle dans ce projet, c'est le rôle de l'Association des centres jeunesse du Québec, qui n'existe plus. Mais le fait qu'au lieu de devoir aller frapper à la porte de chaque centre jeunesse et de renégocier avec chaque centre jeunesse, avoir l'accès à une organisation qui pouvait parler pour tous les centres jeunesse et qui pouvait négocier avec la commission et le ministère de façon directe pour voir comment mieux organiser ces projets était absolument essentiel. Facteurs facilitants, prochaine diapo, les facteurs, les défis, et en particulier le démantèlement de la CGQ suite à la réforme Barrette a énormément compliqué l'accès aux données et finalement le projet, certains aspects du projet, on a dû mettre de côté. Ça a été vraiment catastrophique par rapport à la question de la recherche, cette réforme qui rend l'accès aux données au niveau clinique pratiquement impossible, que ce soit pour les organismes Premières Nations ou pour les chercheurs pour d'autres besoins. De façon générale, en plus de ça, l'infrastructure nécessaire pour pouvoir analyser et nettoyer ce genre de données, l'infrastructure pour faire ce genre de travail n'existe pas du côté des communautés. Et je dois dire un autre défi qu'on a rencontré parce que
l'objet du partie de ce projet, c'était de développer la capacité pour permettre justement aux communautés d'aller accéder à leurs propres données de façon plus systématique. C'est même de notre côté, du côté des universités, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des étudiants dans mon domaine qui est le travail social, qui s'intéressaient et qui avaient une capacité au niveau des analyses statistiques. Donc, je veux dire que on vous a montré les résultats qui ont été, qui ont été très utiles, qui ont eu un impact important. Le projet, de façon générale, s'est très bien développé, mais je dois dire que là où je suis très déçu, c'est le fait que le développement de capacité n'a pas porté fruit. Et c'est un défi et vraiment un manque par rapport à ce qu'on cherchait à développer. Prochaine diapo. Patricia, ça c'est toi ou moi? Ça c'est de nouveau, c'est Oui, je moi. te laisse poursuivre. Oui. Oui. Donc les enjeux actuels, c'est que de nouveau, l'Association des centres jeunesse du Québec n'existe plus. Donc on n'a plus accès aux données par le biais de l'association. Les ententes qu'on avait développées n'ont pas été renouvelées par les CIS et les ICUS. La dernière extraction a été faite en 2013, ce qui est très frustrant parce que justement pour commencer à comprendre l'impact des changements à la fois financiers, les meilleures subventions pour les services de prévention du placement du côté des communautés des Premières Nations, on ne peut pas commencer à examiner l'impact de ces changements parce qu'on a des données, on n'a plus de données depuis 2013. Et puis de nouveau, les changements en 2021 ont rendu encore plus difficile l'accès à ces données. Donc on est un peu dans une impasse. Quand on avait commencé ce projet, on avait un bien meilleur accès aux données. Le défi principal, c'était un défi financier et technique au niveau de l'analyse des données. Mais maintenant, même avec des fonds supplémentaires et avec l'expérience technique que nous avons, l'accès aux données est devenu pratiquement impossible. À toi, Patricia. Alors, oui, merci. Je vais poursuivre et je vois le temps filer. Je pense qu'il nous reste comme 2 minutes. Les retombées positives pour la commission dans le cadre de cette collaboration-là, c'est bien sûr d'avoir été en mesure d'avoir une meilleure compréhension de la situation qui n'aurait pas été possible là, sans vraiment la collaboration des chercheurs, là, comme vous l'avez compris, qui avaient l'expertise, qui avaient l'accès, etc. Dans le fond, les résultats de recherche ont vraiment permis à la commission de jouer son rôle de défense des intérêts, de représenter les Premières Nations, de faire du pouce, par exemple, lors des commissions d'enquête, de mémoire présentées aussi à l'Assemblée nationale. Donc, les données ont vraiment été utilisées grandement. Et c'est sûr que les retombées positives, comme je le mentionnais là, d'entrée de jeu, ces collaborations de recherche ont mené à d'autres collaborations avec d'autres chercheurs c'est vraiment des collaborations très précieuses là, qui datent depuis longtemps et qu'on souhaite poursuivre. Donc, je vais aller à la prochaine, Nico. Oui, bah, écoutez, c'est rien de nouveau de ce côté-là. En effet, on a une collaboration qui est bien établie, c'est formidable, et il y a un potentiel de continuer à travailler si on peut trouver une meilleure façon d'avoir accès aux données. Des retombées pour nous, c'est en particulier de pouvoir publier des articles scientifiques, diffuser des données et avoir une meilleure reconnaissance au sein des universités de l'importance de ce genre de recherche participative. Les universités ne sont pas toujours orientées vers ce genre de travaux et de pouvoir montrer sur une période de plus de 10 ans ce qu'on a pu développer à la fois comme
comme recherche, mais également comme collaboration, aident à faire avancer l'approche participative à l'intérieur, au sein de l'université. Je te laisse le mot de la fin, Patricia. Merci. Donc, encore une fois, l'importance d'avoir des collaborations de recherche là, qui sont basées sur la réciprocité. Donc, que chacune des parties puisse retirer des avantages, des résultats de recherche. Ça prend aussi un ajustement de part et d'autre. Par exemple, les chercheurs sont amenés à produire des résultats de recherche vraiment vulgarisés pour qu'ils puissent être accessibles à l'ensemble des Premières Nations. On ne veut pas que ce soit des résultats de recherche qui ne soient utilisés que pour des articles scientifiques. Donc, et vice-versa, dans le fond, nous, on est aussi sollicités lorsqu'on fait des collaborations de ce type à relire des articles scientifiques, donc aussi à faire un pas de plus là, de ce qu'on fait habituellement. C'est vraiment enrichissant, je crois, des deux côtés, là. Encore une fois, l'importance du temps et des infrastructures pour soutenir ces collaborations. Je pense qu'on ne le dira jamais assez, là, ce sont des collaborations sur du long terme qui demandent investissement de temps, de passion pour les chercheurs et de financement aussi. Donc, voilà. Merci. J'ai arrêté mon partage. Oui. Merci énormément, Nico et Patricia, pour cette présentation. J'aime vraiment ça, la façon dont vous avez présenté les chiffres, mais que vous avez passé par-dessus, tu sais, la tendance déficitaire occidentale, gouvernementale, de mettre le blâme sur les individus et de lier directement les causes de signalement avec les déterminants sociaux de la santé. Ce qui est rarement pris en considération, puis ce qui nous dit que les statistiques, ça ne donne pas toute l'histoire. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de se rappeler ça, c'est qu'un chiffre, ça reste un chiffre, ça ne donne pas les explications. Puis aussi qu'on a peu de données, puis que les données sont parfois accessibles. Ça rappelle l'importance de la Commission au Québec qui fait ses propres enquêtes, qui génère ses propres données, ses propres chiffres, ses analyses qualitatives. Puis on est vraiment chanceux d'avoir cet organisme-là qui fait ce magnifique travail-là. Donc, je suis vraiment contente que vous avez présenté ce projet-là aujourd'hui. Et je vais maintenant changer. Excusez-moi. Donc, je vais maintenant donner la parole à Caroline Hervé, qu'on est très aussi content d'accueillir aujourd'hui, qui vient nous présenter quelque chose de complètement différent. Donc, Caroline, elle est professeure agrégée à l'Université de Laval et elle va présenter, dans le fond, un projet de recherche qui porte sur, j'avais mis revitalisation, mais je comprends que le titre a changé pour reconnaissance des pratiques juridiques inuites. Donc, je te laisse la parole et je suis vraiment contente aussi que tu sois avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Et, je suis très contente d'être là, puis toujours heureuse de partager cette expérience en lien avec ce projet sur la justice au Nunavik. Alors effectivement, le titre a changé. Vous allez voir ça sur le PowerPoint, et je vais partager tout de suite mon écran. Mais donc, le titre a changé et je vous l'expliquerai un petit peu tout à l'heure, pour des raisons en lien avec l'avancement du projet. Donc, j'ai quand même gardé le mot revitalisation parce que je trouve que le passage de l'un à l'autre est très, très parlant. Alors, je vais commencer tout d'abord par excuser Suzy Watt-Kraukai qui était censée présenter avec moi aujourd'hui. Donc, elle est dans des petits soucis domestiques. Donc, voilà, elle m'a prié de partager ses excuses. En général, c'est elle qui parle le mieux du projet. Donc, je vais faire de mon mieux pour accoter ses capacités orales. Donc, je voulais d'abord recontextualiser l'origine de ce projet de recherche. C'est d'abord un projet qui est parti de l'université. Donc moi, voilà, je suis professeure à l'Université Laval au département d'anthropologie et j'ai une chaire de recherche sur les relations avec les sociétés inuites, donc depuis 2017.
C'est une chaire de recherche qui a été créée, je dirais, c'est un peu le résultat d'une expérience variée que j'ai dans l'Arctique canadien, en particulier au Nunavik. Une expérience d'abord de recherche, puisque j'ai fait mon doctorat et mon postdoctorat en lien avec les Inuits du Nunavik et de l'Alaska. C'est aussi mon expérience de travail, puisque j'ai ensuite travaillé comme directrice de l'Association des femmes inuites du Nunavik pendant 4 ans, de 2014 à 2017, enfin 3 ans. Et donc, cette expérience-là m'a mis au contact d'une réalité qui a été très marquante pour moi, même dans l'orientation de mes projets de recherche par la suite. Et cette chaire est aussi le reflet de mon expérience de vie, puisque j'ai vécu au Nunavik de façon intermittente, mais j'y ai passé quand même beaucoup de temps avec mes enfants qui allaient à la garderie, donc je partageais le quotidien des femmes, des familles, etc. Puis, avec je dirais, ma formation d'anthropologue, j'étais capable de comprendre des malentendus culturels entre des Inuits et des non-Inuits. Et donc, de là est née une programmation de chaire qui vise à documenter l'histoire des sociétés inuites en vue de promouvoir de meilleures relations interculturelles, de développer des formations et des outils pour les non-Inuits, pour les sensibiliser à l'histoire et aux spécificités sociales et culturelles des Inuits, et également essayer de donner aux Inuits une place centrale dans la recherche pour renforcer leur rôle d'experts culturels. Alors, je vais vous parler donc du projet de recherche Seyma-Tianirk, mais avant de rentrer dans ce projet, je voudrais d'abord mettre des visages sur ce projet, puisque c'est une équipe, en fait. Donc, moi, effectivement, qui a lancé cette initiative, mais Suzy Watkaukai, nous l'avons contactée à une époque où elle était étudiante à l'Université d'Ottawa en droit et en criminologie. En droit et en sociologie. Et donc, elle a tout de suite été intéressée par ce projet qui était en lien avec la justice au Nunavik. Donc, elle est aujourd'hui, elle travaille au sein d'une organisation régionale du Nunavik qui est partenaire du projet. Marie-Ève Marchand et Pascal Lanneville sont deux professionnels de recherche de ma chaire qui ont une grande expérience à la fois de travail et de recherche au Nunavik, et une étudiante au doctorat à l'Uni-au-Bruno. Un peu comme la présentation de tout à l'heure, ce projet ne sort pas le projet Seyma-Tianirk, je vais vous parler tout à l'heure, ne sort pas de nulle part. En fait, il est en fait le fruit d'une histoire, d'une relation qui a commencé à se tisser en 2018, même avant 2018. Je dirais, quand je travaillais déjà pour l'Association des femmes inuites du Nunavik, j'ai commencé à côtoyer ces questions de femmes et de justice. Et quand j'ai commencé mon poste de professeur à l'université en 2017, le premier projet de recherche que j'ai proposé, c'était de mieux comprendre la place et le rôle des femmes inuites qui travaillent dans le milieu de la justice. Parce que souvent, quand on parle des femmes inuites et de la justice, on parle de leur rôle, ou de leur position de victime, éventuellement de criminels, éventuellement de membres, de proches d'une victime ou d'un criminel. Et pourtant, moi, dans mon expérience de travail, j'avais côtoyé beaucoup de femmes qui travaillaient de façon très active dans le milieu de la justice. Et ce projet visait à documenter en fait leur présence, à rendre visible la participation active des femmes dans le milieu de la justice. Donc, on a pu chiffrer leur présence et voilà, produire un rapport. À la suite de cela, on a répondu à un appel d'offres de Sécurité publique Canada pour en fait
documenter, expliquer l'histoire des relations entre le service de police du Nunavik et les Inuits du Nunavik. Donc, on a mené un certain nombre d'entretiens, on a rencontré différents acteurs dans la région et ce rapport a été remis à Sécurité publique Canada. C'est un rapport qui est compréhensif, qui est à la fois historique et anthropologique, qui vise à mieux comprendre la nature de la relation des Inuits et des policiers. On a en même temps, on travaillait en partenariat avec le service de police du Nunavik pour développer une formation pour leurs nouveaux employés, leurs nouveaux officiers. Donc une formation sur l'histoire et la culture des Nunavimmiut, donc des Inuits du Nunavik. Et à ce jour, 200 policiers ont suivi cette formation. Alors, toutes ces expériences en lien avec la justice nous ont amenés à proposer, en fait, d'abord à répondre à un appel d'offres de Justice Canada dans son programme de revitalisation des droits autochtones et à proposer ce projet Seimatsianirk, documenter, mobiliser, promouvoir les savoirs et les pratiques juridiques inuites pour préserver l'harmonie sociale au Nunavik. Alors, Seimatsianirk, c'est un terme en inuktitut qui signifie le fait d'être en paix. Alors, avec les différentes expériences et projets de recherche que moi et mon équipe, on avait développé au cours des années précédentes, on a pu en fait officialiser un partenariat avec le département de la justice de Makivik et le département des services légaux socio-judiciaires et de la gestion municipale de l'administration régionale Kativik. Donc, on avait déjà travaillé, approché ces organismes régionaux dans les années précédentes et je dirais au cours des 3 années du projet, on a appris à travailler avec ces organisations régionales. Donc, le projet comporte 3 objectifs principaux. D'abord, de documenter les savoirs et les pratiques juridiques traditionnelles des Inuits du Nunavik. Ensuite, de mobiliser ce que nous avons appris concernant ces savoirs et les pratiques juridiques, autant qu'il s'agisse de pratiques et savoirs formels ou informels. Et enfin, de promouvoir les savoirs et les pratiques juridiques des Inuits en créant des outils d'information et de promotion. Donc, pour commencer, en fait, quand je dis qu'on a appris à travailler ensemble, c'est il n'empêche que d'abord, ce projet était une initiative universitaire et qu'il nous a fallu du temps, en dehors du fait qu'on a commencé alors que c'était encore la pandémie, mais il nous a fallu du temps pour que les 2 organisations régionales, donc l'administration régionale Kativik et Makivik, pour arrimer en fait nos objectifs, que les objectifs de recherche s'arriment bien avec leurs besoins et leurs priorités. Donc, je dirais que les premiers temps du projet ont été des moments plus de découverte de nos réalités respectives, parce qu'il y avait aussi une certaine méfiance vis-à-vis de la recherche, vis-à-vis de cette question, à quoi sert la recherche? On veut bien participer, mais à quoi vous allez nous servir? Et aussi avec le temps, puis ça, on s'est même rendu compte de ça assez récemment, c'est que l'idée même de la recherche, c'était pas très bien compris par nos partenaires. Donc, qu'est-ce que c'est que faire une recherche? À quoi ça peut servir? Jusqu'où vous pouvez aller dans votre recherche? Est-ce que vous agissez? Est-ce que est-ce que vous pouvez être des décideurs? Est-ce que vous pouvez être des acteurs? Ou est-ce que vous êtes plus en retrait? Donc, il a fallu, je dirais, démystifier un petit peu notre position et montrer que nous, notre posture était plus une posture de soutien, de facilitateur et qu'on voulait plus simplement les soutenir dans leurs efforts, dans leurs objectifs.
Donc, au fur et à mesure, la confiance s'est installée, mais on s'est aussi rendu compte que c'était jamais acquis, malgré le fait que depuis 2017, on entretient des relations. D'abord, il y a un roulement de personnel qui est assez fort dans ces organisations. Donc, des fois, il faut recommencer la relation à zéro, pratiquement. Et ensuite, même si parfois on a développé des relations de confiance avec les gens, c'est toujours délicat. La relation est toujours très délicate et il est important de porter une attention très, très particulière, très délicate et de prendre soin en fait de cette relation de collaboration. Alors, les premières activités de recherche sont les ateliers. Donc, on a mené un certain nombre d'ateliers où on a réuni des employés du milieu de la justice pour qu'ils partagent leurs perspectives et leur réalité de travail. Donc, ces ateliers ont été menés d'une façon très, comment dire, selon une méthode qu'on a développée avec les années. Ce sont des ateliers de 2 ou 3 jours qui sont animés en Inuktitut et en anglais. Tous les ateliers que nous avons développés ont été animés par Suzy, donc en Inuktitut et en anglais. Je dirais que si on parle de facteurs de succès, le fait d'avoir Suzy dans notre équipe, ça a complètement changé en fait le projet, dans le sens où elle était en fait, avec son expérience universitaire et donc sa capacité à comprendre d'où notre équipe, d'où on venait, et avec sa grande connaissance de son peuple, en fait, elle a fait le pont entre l'équipe de recherche et les employés inuits du milieu de la justice. Donc, en fait, elle n'a pas cessé de jouer ce rôle d'intermédiaire et avec beaucoup d'intelligence et de façon très brillante, très fine, et pour vous dire à quel point c'était fluide, c'est que il suffisait que pendant un atelier, je la regarde parce que j'avais une question qui m'était venue dans la tête et sans que j'ai besoin de lui dire, elle était capable de lire ma question et de la partager avec les femmes la majorité, enfin, je dis les femmes parce que la plupart des participants étaient des femmes, donc avec les participants de l'atelier. Les agendas des ateliers étaient également soumis à l'avance à nos partenaires pour qu'ils les valident. Donc, on faisait un travail je dirais, d'ajustement, enfin, de discussion autour des programmes d'ateliers. Et les programmes d'ateliers laissaient la place aussi à ce que nos partenaires organisent des activités pour leurs employés. Parce qu'ils libéraient quand même leurs employés pour 2 ou 3 jours. C'était quand même une contribution très importante de leur part. Et donc, ils participaient même aux frais de déplacement. Donc, il y a eu une implication des 2 organisations régionales qui a été très forte. Voilà, on s'assurait qu'ils avaient également la place lors des ateliers pour mener quelques séances avec leurs employés. Donc, je dirais que ces ateliers ont été des espaces d'échange très forts, puisque là, je vais faire passer les quelques diapos. Il y a eu 5 ateliers en tout. Donc là, le premier atelier a été organisé avec les interprètes de la Cour. Donc, le projet visait à toucher tous les employés inuits du milieu de la justice. Donc, à l'heure actuelle, les employés inuits du milieu de la justice, ce ne sont pas des juges, ce ne sont pas des avocats, ce n'est pas le personnel de la Cour, c'est quasiment aucun policier. Donc, c'est principalement des personnes qui occupent des positions périphériques, puisque les autres positions sont occupées par des Qadlunat, donc des Blancs. Alors, donc nous avions, lors du premier atelier, réuni les interprètes de la Cour qui travaillent de façon indépendante, employés par le ministère de la Justice, mais qui ne se rencontrent jamais, quasiment jamais.
Lors du deuxième atelier, nous avions invité les comités de justice et les travailleurs parajudiciaires qui travaillent en fait sous la gouvernance de Makivik, du département de la justice de Makivik. Lors du troisième atelier, nous avions réuni les agents SAPOMI, donc ce sont les agents de soutien aux victimes d'actes criminels. Donc si vous connaissez les CAVAC, donc c'est l'équivalent des CAVAC au Nunavik, ainsi que les agents de réintégration communautaire qui donc travaillent tous sous la responsabilité de l'administration régionale Kativik. Nous avons fait un autre atelier avec les comités de justice et les travailleurs parajudiciaires, cette fois-ci à Inukjuak, dans un camp à quelques kilomètres du village. Pour beaucoup, c'était le plus bel atelier parce qu'il s'est fait sur le territoire. Et un dernier atelier, on voulait inviter à l'Université Laval sur le campus certains employés pour le dernier atelier, donc deuxième atelier avec l'administration régionale Kativik. Alors, en fait, c'est ça, ces employés qui sont à 90% des femmes travaillent dans des services et des programmes différents, comme vous avez pu le voir, et dans des villages différents. Elles sont presque réparties dans les 14 villages du Nunavik. Ce qui fait qu'il y a un isolement assez fort. Et donc, c'est rare qu'elles soient réunies dans une même pièce et qu'elles puissent partager au sujet de la réalité de leur travail, au sujet de ce qu'elles vivent et ce qu'elles observent aussi au niveau du système de justice. Donc, ces ateliers ont vraiment été des moments forts d'échange et aussi d'apprentissage, je dirais, horizontal. Donc, elles ont appris les unes des autres. La deuxième activité du projet, ça a été les entretiens. Donc, Suzy a mené une quinzaine d'entretiens au Nunavik avec des leaders, des aînés, d'autres Inuits qui travaillent en lien avec la justice. Mais également, on a mené quelques entretiens avec des avocats, le DPCP, donc Direction des poursuites criminelles et pénales, puis d'autres acteurs qui travaillent en lien avec la justice au Nunavik. Donc, atelier, entretien, on avait, je dirais, avec les 5 ateliers et tous les entretiens, on avait quand même des données, beaucoup de données, de transcriptions qu'il fallait analyser. Donc, on a décidé de mener l'analyse avec les participants pour ensuite diffuser les résultats. Donc, je vais y venir tout à l'heure. Donc, l'analyse s'est faite en février dernier avec les participants. Donc là, on a invité, je dirais, tous les participants à la recherche. Tous ne sont pas venus, toutes ne sont pas venues parce que voilà, il y a des contraintes aussi. Mais on a eu une vingtaine de participantes pendant l'atelier sur l'analyse. Alors, comment on a procédé? On avait extrait des citations qui nous paraissaient importantes, qui avaient été, donc on les avait extraits des transcriptions d'ateliers et des transcriptions d'entretien. Et on a demandé aux participants de choisir lesquelles étaient les plus représentatives, lesquelles parlaient le plus de leur réalité et lesquelles elles souhaitaient qu'on mette en avant. Donc, c'était aussi la première fois qu'on réunissait les Makivik et l'administration régionale Kativik au sein de ce projet-là. Et donc, autour de la table, on avait à la fois des interprètes qui travaillent pour le ministère de la Justice, on avait des représentants des comités de justice et on avait donc des personnes, des agents de la CAVAC, donc qui partagent des travails différents mais des réalités identiques. Alors, je vais partager avec vous quelques pistes d'analyse de ce qui est ressorti de ces ateliers. Donc, le projet, au tout départ, l'ambition de recherche était de documenter les pratiques juridiques inuites. Mais d'abord, on s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait
d'abord qu'on connaisse mieux ces employés qui travaillent dans le milieu de la justice, qu'on s'intéresse plutôt à leur réalité et au savoir qu'elles utilisent de façon quotidienne dans leur travail. Donc, ce qu'elles ont partagé avec nous, c'est d'abord un sentiment d'être coincées entre deux mondes, entre leur peuple et entre une culture et un système étranger colonial. Donc, elles qualifient le système de justice très clairement comme un système étranger et colonial. Et elles expriment toutes à quel point c'est difficile de travailler pour ce système-là. A.P. un interprète de la cour, disait sans cesse « c'est un travail horrible, it's an horrible work ». Il partageait en anglais. Parce que en travaillant pour la justice, en fait, elles sont souvent associées, ou ils sont souvent associés au système de justice et à cette institution coloniale. Les agents de la CAVAC, de leur côté, mentionnaient à quel point c'était difficile de travailler dans les petits villages, puisqu'en fait, elles connaissent tout le monde et que elles se retrouvent à travailler avec des personnes qui font partie éventuellement de leur famille ou qu'elles croisent de façon quotidienne dans le village. Leur rôle, c'est de créer donc un environnement sécuritaire pour les victimes, pour que les victimes puissent s'ouvrir et partager leur traumatisme. Mais elles mettent en avant le fait qu'elles n'ont pas du tout été formées pour ça. Donc, elles n'ont jamais été formées pour agir auprès de personnes qui ont vécu des traumatismes, agir auprès de personnes éventuellement qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale. Or, c'est des situations qu'elles retrouvent de façon très fréquente dans leur travail. Donc, elles demandent plus de formation et malgré tout, la difficulté de leur travail, elles ont vraiment à cœur tous les employés qu'on a rencontrés ont vraiment à cœur de mener leur travail. Ils savent que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait aucun intermédiaire entre le milieu de la justice et le système de justice qui est très mal compris par les Inuits. Et je veux dire, même moi, quand on me met face au système de justice et à toute sa complexité, j'ai parfois du mal à m'y retrouver. Et donc, elles ont très fortement conscience de leur rôle d'intermédiaire. Les interprètes, par exemple, disent très clairement qu'elles ne font pas qu'interpréter, que traduire la langue. Elles font aussi traduire, ce sont aussi des interprètes culturels. Elles doivent à la fois, parfois, expliquer aux Inuits comment fonctionne le système de justice et à la fois, parfois, elles se retrouvent dans des positions où elles doivent expliquer aux juges, aux avocats, certains principes ou codes culturels inuits. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la question de la langue, de la barrière linguistique est très flagrante pour elles. Il y a certains concepts en inuktitut qui sont extrêmement difficiles à traduire en langue anglaise ou française. Et inversement, certains concepts liés à la justice en anglais qui sont pratiquement impossibles à traduire en inuktitut. Ce qui crée de gros malentendus culturels dont elles sont les témoins de façon, je dirais, quotidienne. Tous les employés du système de justice ont, à un moment donné, se retrouvent dans une position où elles doivent expliquer à leurs clients comment fonctionne le système de justice. Or, elles le disent qu'elles-mêmes n'ont jamais eu de formation, elles apprennent sur le tas. Donc, elles ne savent pas toujours exactement comment il fonctionne, donc elles donnent des explications au mieux de leur connaissance. Alors, sur quoi se basent-elles pour travailler? Donc, souvent, elles ont, dans chacun de leurs programmes, il y a certaines normes et certaines actions qui sont attendues d'elles, qui sont définies par l'institution ou par le programme dans lequel elles travaillent. Mais, comme vous m'entendez le dire, depuis un bout de temps, elles ont très peu de formation, donc elles se reposent beaucoup sur leurs compétences et leurs valeurs relationnelles, donc ces compétences et ces valeurs qu'elles ont acquises au fur et à mesure de leur sociabilité, en grandissant,
en développant des expériences relationnelles, etc. Elles expliquent en effet que leur habilité à aider les autres ne repose pas sur des diplômes ni sur des savoirs légaux, mais plutôt sur leur observation et leur expérience personnelle. Qu'elles ont appris au cours de leurs expériences de vie, mais aussi ce qu'elles ont appris à travers je dirais, leur modèle, leur rôle modèle, qui peuvent être des parents, qui peuvent être leurs époux, épouses, des leaders de la communauté ou des aînés qui sont pour elles des modèles importants. Ce qu'elles utilisent de façon, je dirais, quotidienne, c'est leur capacité à aider les autres. Donc, comment prendre soin des autres? Et pour ça, elles se basent sur leurs compétences culturelles. Donc, comment on prend soin des autres? Comment on guide les autres pour les amener vers la restauration de relations plus harmonieuses? Par exemple, elles ne perçoivent pas les contrevenants comme des personnes qu'on doit punir, mais plutôt comme des personnes qu'on doit aider, etc. Donc, je vois que le temps file. Je vais poursuivre. Donc, on a présenté en fait tous ces résultats de recherche devant le lendemain de l'atelier d'analyse. On a présenté ces résultats de recherche devant différents acteurs du milieu de la justice au Nunavik. Donc, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, la direction des poursuites criminelles et pénales, etc. Donc, c'était, je dirais, je pense, la première fois que les employés inuits du milieu de la justice rencontraient tous ces grands acteurs clés qui peuplent le paysage du milieu de la justice au Nunavik. J'aimerais simplement, avant de terminer, partager un outil que nous avons créé à la suite de ce projet, qui est une carte interactive sur la justice au Nunavik. Donc, on voulait créer un outil interactif qui permette de cartographier tout le système de justice, qui décrive le rôle des différents acteurs et des différents intervenants, ainsi que les différents espaces de la justice. Donc, l'idée, c'était de dessiner une carte qui allait au-delà de la cour, au-delà du système de justice, mais qui prenait en compte les structures également, je dirais, formelles et informelles qui participent à la régulation sociale, à la résolution de conflits et au rétablissement de l'harmonie dans les communautés du Nunavik. Donc, c'est aussi... donc, sur cette carte de la justice, on voit par exemple la Régie régionale de la santé et des services sociaux, puisque elle offre des services qui viennent soutenir le maintien de bonnes relations. On a dans les espaces où sont appliquées la justice, entre guillemets, on a aussi le territoire, Nuna, le land, où finalement, quand les Inuits partent sur le territoire, des formes la guérison se fait de façon plus profonde. Donc, on a voulu vraiment casser la vision très en silo là, de justice, santé, pour faire ressortir une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus proche de ce que les Inuits perçoivent au niveau de ce que devrait être la justice de leur côté. Et c'est là que s'est fait un pont très fort avec le milieu de la santé. Puis ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà, qui pourra peut-être se développer dans le futur. Donc ça, c'est la carte. Vous pouvez y avoir accès sur Internet si ça vous intéresse. Et pour finir, là, simplement, Suzy a fait une vidéo qui n'est pas encore en ligne, mais qui le sera bientôt, dans lequel elle démystifie un petit peu les droits inuits. Donc, elle s'adresse au Nunavimmiut pour expliquer un peu des questions assez complexes en lien avec les droits inuits. Voilà, écoutez, j'ai épuisé mon temps, donc je vous remercie beaucoup, puis il me fera plaisir de répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation.
J'aime vraiment ça, la façon que vous avez été dans un 360 dans le sens que vous avez impliqué des personnes à différents niveaux de la justice au Nunavik. Donc, ça donne vraiment, c'est ça, comme en triangulation, là, si on n'est pas dans le langage académique, mais vraiment plus, moi, je vais dans une idée de full circle, où est-ce que vraiment, vous avez regardé de tous les horizons les savoirs puis les expériences des personnes. Puis j'ai mis dans le chat pour les gens qui sont intéressés la carte interactive là, dont tu parlais. Donc, vous pouvez la consulter maintenant, si vous le désirez. Donc, je vais enlever. Excusez-moi, Oui. j'ai juste oublié je vais prendre juste 30 secondes de revenir sur le titre. Quand je parlais justement des compétences culturelles utilisées par les femmes aujourd'hui, ben, c'est là qu'on s'est rendu compte que les savoirs et les pratiques juridiques inuites étaient encore très vivants, mais que malheureusement, ben, quand on parle aujourd'hui d'autochtonisation des services ou de sécurisation culturelle, ben, on se réfère à une revitalisation. Donc voilà, le fin mot de l'histoire, c'est que non, il n'y a pas besoin de revitaliser, il y a juste besoin de reconnaître que ces savoirs sont encore là. Merci. Donc, on est dans la période de questions-commentaires. S'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires, j'ouvre le forum, mais j'ai une petite question rapide pour Nico et Patricia. En raison du grand nombre de signalements pour les enfants de moins de 2 ans, est-ce que vous avez fait un lien avec les alertes naissance? Bien, c'est certain que la commission fait régulièrement des représentations là, au niveau des différents partenaires. Puis dernièrement, c'est l'an passé, je crois, là, il y a eu la fin des alertes bébés, justement, là. Donc, oui, c'est certain que c'est plus le secteur des services sociaux là, qui est impliqué que le secteur de la recherche, disons, mais tout à fait, là, ouais. C'est certain qu'il y a eu il y a eu des discussions, disons, pour soulever ce phénomène-là qui était en fait pas légal. Je ne sais pas, Nico, si tu veux ajouter quelque chose. Non, bah juste en notant que une de nos frustrations, c'est le fait que pour le moment, on n'a pas vraiment accès à de nouvelles données. On ne pourra pas bien voir quel a été l'impact de ce changement on espère un changement de politique, mais est-ce que la pratique a bien suivi le changement de politique? C'est pas évident. Il faut l'espérer. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires, interrogations? Interrogation, question, c'est des synonymes. J'aimerais peut-être juste souligner, là, si personne d'autre a envie de prendre la parole, j'étais vraiment intéressée par les résultats que Caroline a présentés, puis de voir aussi des similarités en justice, mais aussi pour la protection de la jeunesse, où est-ce qu'il y a des termes, des façons de faire qui sont un peu pas incompatibles, mais c'est ça, c'est difficile de faire le pont entre les façons allochtones de faire le système et ce qui existe encore, c'est ça. En tout cas, je trouve qu'on avait des similarités là, avec le volet qualitatif qu'on a fait au niveau de la négligence. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Caroline? Vas-y. Ben, moi, j'avais une question pour vous. Je trouvais ça intéressant justement de voir à quel point le pourcentage de négligence était important, sachant que, comme vous le disiez, comment on définit ça? Donc, je me demandais, du point de vue des familles, des parents, quel terme ils mettaient, parce que j'imagine, voilà, que c'est comment dire, les agents de la protection de la jeunesse qui doivent cocher la case négligence. C'est ce que j'imagine, parce que dans leur formulaire, ben, il faut bien voilà, il y a certainement des cas, est-ce que c'est un abus sexuel? Voilà. Enfin, je ne sais pas, j'imagine que c'est ça, vous allez peut-être m'éclairer.
Et puis, derrière, quand on va vraiment parler aux familles, comment, quels mots ils mettent là-dessus? Patricia, je vais te laisser répondre. Je vais juste ajouter en point de départ à noter que c'est moins une catégorie de recherche et c'est vraiment une catégorie légale. Les intervenants sont plus ou moins forcés à utiliser ce mot et cette catégorie. Donc c'est pas quelque chose qui est fait derrière le dos des familles, mais c'est vraiment le point de départ. J'ai reçu un signalement, je fais une enquête parce que l'école, la police, le voisin a des inquiétudes par rapport à la négligence de vos enfants. Alors, je peux vous assurer que comme point de départ pour essayer de développer une relation d'aide avec une famille, commencer avec le mot négligence n'a pas de bon sens. Et il faut espérer qu'avec la possibilité de faire changer les lois, les communautés pourront développer un vocabulaire beaucoup plus soutenant et beaucoup plus exact également. En fait, c'est aussi beaucoup pour risque sérieux de négligence. Donc, il n'y a pas de négligence démontrée, mais les intervenants croient qu'il y a un risque sérieux. Et c'est souvent lié avec le contexte, justement, en communauté, où est-ce qu'il peut y avoir de la pauvreté, il y a des traumas intergénérationnels qui n'ont pas été guéris, il y a des problématiques où est-ce que la pauvreté mélangée avec ces traumas, mélangée avec la perte de structure sociale, parce que c'est pas, il y a encore des générations là, qui ont été élevées dans le bois actuellement. C'est pas si lointain que ça. Donc, c'est vraiment tous ces changements-là qui amènent un contexte actuel où est-ce qu'il y a un intervenant alloctone qui arrive dans une communauté. Puis c'est souvent, en fait, des, des jeunes intervenants qui vont aller travailler en communauté, qui vont vraiment avoir une lecture à partir de leurs yeux, de leur expérience, de ce qu'ils ont appris à l'école, mais qui est vraiment pas, dans le fond, compris de la même façon par les parents qui sont, en tout cas, puis là, je vois qu'il y a des gens ici qui pourraient sûrement mieux l'expliquer que moi, mais bref, le terme négligence n'est clairement pas compris de la même façon par les intervenants que par les parents qui souvent ne comprennent pas pourquoi il y a eu un signalement. Et souvent, c'est vraiment lié, c'est ça, au contexte socio-économique. Karen. Vas-y, Karine. Patricia. J'ai posé ma question, en fait, directement dans le chat à Patricia, mais là, la discussion est sur le terrain juridique. Pour les personnes qui ne me connaissent pas aussi, je suis avocate, mais je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Et puis, la question que je posais en lien à ça avec Patricia aussi, dans les suites à donner peut-être à cette recherche, c'est si, puis je comprends que c'est pendant, là, si un lien avait été fait en fait avec la table ronde régionale en matière de protection de la jeunesse qui vise à faire des changements à l'interne dans la loi sur la protection de la jeunesse. Et en raison, bon, parce qu'évidemment, il y a Patricia parle de tous les éléments évidemment qui sont contextuels, qui sont liés à la discrimination systémique, à comment on comprend le concept de négligence. Mais il y a aussi ce qu'on peut changer avec la loi, le lien que je trouve intéressant avec le concept de parent. Donc, on prend pour acquis que c'est le lien avec le lien parent direct avec lequel on a une autorité parentale. Et lors des derniers changements à la loi sur la protection de la jeunesse, la notion de parent a été restreinte. Pourtant, c'est dans cette dernière mouture-là qu'a été introduite des dispositions particulières relativement à la prise en charge des enfants des peuples autochtones. Mais de façon assez curieuse, les représentations qui ont été faites par la PNQL, la C3S PNQL, qui parlait d'ouvrir la notion de parent à toute personne significative, le cercle familial, etc., et que c'est cette prise en charge-là globale qu'il faut regarder pour voir s'il y a négligence ou pas dans un contexte culturel. Le gouvernement du Québec avait choisi de faire l'inverse, de restreindre vraiment là, à une notion très, très, très restreinte de parents, ce qui est problématique même dans un contexte non autochtone. Et là, ils se sont rendus compte que c'était problématique et ils veulent l'élargir un petit peu.
Donc, il voudrait, ce serait le projet de ce que j'ai compris, de l'élargir comme étant toute personne qui a un lien significatif avec l'enfant. C'est les discussions qu'il y a, mais ce n'est pas encore assez ouvert pour prendre en compte le contexte culturel des Premières Nations. Alors, c'est un petit peu bon, la réflexion puis la question que je posais à Patricia aussi, où on en était dans cette évolution-là là, qui serait possible de faire concrètement en changeant là, la définition dans la loi. Il y a déjà des pourparlers. On a un comité de travail avec le M3S là, pour la PL15. Dans le fond, le dernier changement à la loi sur la protection de la jeunesse, où est-ce que maintenant il y a un chapitre pour les enfants des Premières Nations. Dans le fond, il y a toute une série d'articles là, qui portent sur les conseils de famille. Fait que c'est un peu, je pense, là, l'idée d'élargir les personnes significatives, d'élargir un peu le rôle de répondre aux besoins de l'enfant à d'autres personnes que seulement le père et la mère. Là, bref, il y a des choses pour les Premières Nations, il y a quand même des avancées là, qui sont faites dernièrement. Ce n'est pas tous les articles qui sont présentement mis en vigueur. L'enjeu va être justement de faire descendre ça dans la pratique. Fait qu'on on tente de travailler sur l'élaboration d'outils là-dessus, mais c'est certain que nous, on soulève ça en continu, là, puis on tente de mettre des leviers en place pour faire reconnaître ces particularités-là pour les Premières Nations. Merci. Puis c'est ça, en terminant, je ne sais pas si tout le monde connaît bien cette table ronde-là sur la modification de la protection de la jeunesse, mais je pense qu'en tout cas, une recherche des données comme vous avez, ça pourrait avoir un impact vraiment direct. C'est certain qu'il n'y a pas de chercheurs à proprement parler autour de la table. La C3S est autour de la table. Et on a un juge qui est de la Chambre de la famille qui est présent, les représentants du ministère de la Justice, du ministère de la Famille, des avocats qui travaillent à la fois pour la direction de la protection de la jeunesse et qui représentent des enfants, donc un représentant des avocats qui représente habituellement les intérêts des enfants devant les tribunaux. Également, je crois qu'il y a un avocat d'Obidjwan, parce qu'on sait qu'Obidjwan, communauté atikamekw, qui est particulièrement autonome en matière de protection de la jeunesse. Et également la commission, effectivement, la commission des droits de la personne qui est présente. Donc, il n'y a pas de chercheurs autour de cette table, mais la commission étant autour de la table et pouvant faire ce lien avec la recherche, je pense que ça donne une belle opportunité de pont. Et puis concrètement, il y a un rapport annuel qui est émis de cette table ronde-là. Il y a des changements qui peuvent être faits directement là, via le processus interne au ministère de la Justice là, pour proposer des mises à jour dans la loi. Alors, voilà, je pense que c'est une voie quand même qui est un peu moins là, dans le spectaculaire, la voie politique plus critique qui se fait vraiment par l'interne dans le cheminement administratif, mais qui peut être assez prometteuse là, pour faire cheminer ces résultats-là. Bien, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci aux panélistes. On a mis, si vous avez le temps, un questionnaire là, dans le chat qui ça nous aide dans le fond à faire état là, de nos activités puis de les améliorer. Le webinaire va être disponible dans un mois pour ceux qui sont intéressés. Et donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis, si vous avez quelques minutes, les panélistes, j'aurais d'autres questions en dehors là, de